parler de Java et d'innovation. Et oui, c'est possible. Et en particulier, côté serveur, là où Java a vraiment trouvé sa place. Et on va faire un focus sur comment Java parvient à s'adapter aux exigences des applications cloud native. Donc, je m'appelle Jean-François James, je travaille chez Worldline, j'ai 34 ans d'expérience, j'ai fait plein de choses différentes, principalement, on va dire que je suis software architecte pour faire simple, et j'ai commencé Java en 1997, donc je pense que certains d'entre vous étaient pas nés, ce qui m'a permis de voir évoluer la plateforme depuis ses origines, et on va commencer par un petit peu d'archéologie logicielle. Rassurez-vous, on va pas y passer longtemps, mais c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on est aujourd'hui et où on va. Donc ça, c'est ma vision des choses. Je distingue 4 grandes époques. En haut, j'ai mis les principaux facteurs d'influence. Alors, ça a commencé en 1999 avec J2EE, Java 2 Enterprise Edition. Ça vous dit quelque chose, J2EE? Est-ce que certains d'entre vous ont connu cette époque? Waouh. Ok. Donc, l'objectif, c'était quoi? C'était de définir sous forme d'interface programmatique des spécifications standards pour développer des applications Java d'entreprise. On verra tout à l'heure ce qu'on appelait applications Java d'entreprise à l'époque. Donc, c'était une bonne intention, c'était louable, mais on peut dire que J2E s'est pris les pieds dans sa propre complexité à cause d'une approche des spécifications très théoriques. Et au fur et à mesure des montées de version, le modèle de programmation devenait de plus en plus kafkaïen. Ce qui fait qu'en 2003, lorsque la version 1.4 est sortie, la communauté de développeurs Java était pour le moins dubitative et beaucoup se sont tournés vers des solutions open source beaucoup plus pragmatiques, en particulier Hibernate et Spring, qui étaient beaucoup plus proches de l'expérience développeur que ce que proposait J2E. Alors, les gens qui travaillaient sur la spécification au sein du JCP, donc le Java Community Process, qui à l'époque était sous l'égide de Sun, se sont dit que ça serait bien de revoir un petit peu l'approche, de mettre la facilité de développement au premier plan, et surtout de s'inspirer de choses qui marchent, et plutôt que de repartir d'une page blanche comme ils avaient fait jusqu'alors, de standardiser des choses qui avaient fait leurs preuves. Au passage, vous noterez que le nom a été changé de J2E en JavaE. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est passé inaperçu. On trouve encore des entreprises IT tout à fait en pointe rechercher des profils J2E. Bon, ça fait 17 ans que ça a disparu, mais quand même. Donc JavaE 5, c'était quand même un progrès, c'est-à-dire que JPA remplaçait les EJB-CMP. Ouf. Les descripteurs XML avaient quasiment disparu. Et les EJB3 étaient enfin utilisables. Donc, on va dire un progrès significatif. Mais malgré tout, il manquait quand même un ingrédient essentiel, ce qui constitue le cœur de Spring, par exemple, c'est un moteur d'injection, un mécanisme d'injection de dépendance généraliste. Donc, c'est arrivé avec JavaE 6 en 2009, sous la dénomination CDI, Context Dependency Injection, influencé par le framework JBoss Sim, qu'avait développé Kevin King, qui lui-même avait développé Hibernate. Donc là, on peut dire qu'en 2009, la plateforme avait atteint son âge de maturité. Très bien. D'ailleurs, ça a permis à JavaE 7 de sortir en 2013 avec plein de nouvelles fonctionnalités qui venaient s'asseoir sur cette fondation. Au passage, on notera que Sun a été racheté par Oracle en 2010, et donc Oracle est devenu propriétaire de la technologie Java, y compris JavaE. Donc JavaE 7, c'était sans doute la meilleure version par rapport à son époque. Malheureusement, il s'est rien passé derrière pendant 3 ans. Silence radio. Donc les choses ont redémarré au printemps 2016 avec 2 initiatives. Les Java Guardians. Donc là, c'est un groupe d'influence lancé par Reza Rahman, qui est un évangéliste Java assez connu. Le but, c'était en quelque sorte de pétitionner pour forcer Oracle à bouger. Et une initiative MicroProfile a été lancée également, quelques semaines après, dans le but de moderniser la plateforme en mode agile. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un process lourd tel que celui proposé par le JCP, l'idée c'était d'avoir un mécanisme beaucoup plus rapide, de manière à permettre d'élaborer des spécifications beaucoup plus vite, prêtes à ingérer par le JCP, toutes prêtes à ingérer. Donc une sorte d'incubateur.
Cette initiative MicroProfile a été lancée par les principaux acteurs du JCP, à l'exception notable de Oracle. Cette même année 2016, décidément il s'est passé pas mal de choses, à Java 1, fin septembre, Oracle a annoncé une nouvelle roadmap pour Java E. Donc, c'était reparti, tout le monde était content. Effectivement, un an plus tard, Java E 8 était annoncé, avec pas énormément d'évolution, mais il a fallu prendre de l'élan puisqu'on partait d'une situation quasiment inerte, et donc c'était reparti. Si ce n'est que, comme vous le savez sans doute, Java E 8, ça sera le dernier épisode de la série, puisque Oracle a décidé d'abandonner la gouvernance de Java E, de l'open sourcer et de la confier à la fondation Eclipse. Donc ça, c'était en 2017, et depuis, on est rentré dans une longue période de transition, qui n'est pas encore terminée, on peut dire. Alors pourquoi longue? Parce que on parle de 11 millions de lignes de code à transférer, donc c'est 2 fois la taille du noyau Linux, pour vous donner une idée, donc en comptant les specs, les implémentations de référence, le TCK, Technology Compatibility Kit. Il y avait des aspects légaux particulièrement sensibles, et la fondation Eclipse, qui est très à cheval là-dessus, a fait plus de 400 revues de propriété intellectuelle pour mettre tout ça d'équerre. Et la fondation Eclipse a dû aussi se renforcer humainement, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, pour accueillir et héberger un tel process. Donc, Jakarta E8 est sorti au mois d'octobre 2019. Donc, pour des raisons légales, on ne pouvait pas garder le nom Java, qui était la propriété de Oracle. Donc, le nouveau nom proposé par la communauté a été Jakarta. Alors, je vais faire un petit aparté. Je suis allé à Jakarta au mois de juin. C'est la capitale de l'Indonésie. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. C'est complètement chaotique, la ville de Jakarta. Mais soit, elle s'appelle comme ça. Donc à l'identique, alors Jakarta 8, rien de nouveau sous le soleil, à l'identique de Java 8 techniquement, mais buildé et on va dire généré dans le cadre de la fondation Eclipse. Alors il reste un ultime changement qui est attendu avec Jakarta E9 mi-2020, qui est le changement du préfixe de package Javax, pour des raisons juridiques toujours, en Jakarta. Et donc ça va être le gros changement de la version Jakarta E9, annoncé mi-2020, et après, j'espère qu'on pourra de nouveau incorporer des évolutions dans cette plateforme. Voilà, on a fini l'archéologie. Alors pendant ce temps-là, le monde a bougé. En particulier depuis 2006, avec l'émergence des plateformes cloud initialisées par Amazon, principalement au départ. On a vu s'enchaîner toute une série de changements, donc techniques, organisationnels, méthodologiques, qui ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui les applications cloud native. Donc, ça veut dire que le modèle de développement a changé. Donc le modèle traditionnel qui figure sur la partie gauche, alors qui représente au moins encore 80% de l'informatique actuelle, tend à être remplacé par le nouveau modèle cloud native. Alors dans le modèle traditionnel, donc les fameuses applications d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on faisait? On avait une logique métier plus ou moins complexe, en interaction avec une ou deux bases de données SQL. On packageait ça de manière monolithique dans un WAR ou dans un ER, qu'on déployait sur un serveur d'application lui-même monolithique, installé sur un serveur bare metal configuré de manière spécifique, le tout hébergé dans un data center privé. Voilà, ça c'est l'ancien modèle, enfin c'est encore le modèle actuel. Le nouveau modèle, on se préoccupe plus du tout de son infrastructure, on gère plus des machines, on code son infrastructure. Dessus, on déploie plus des applications monolithiques, mais des services distribués qui exposent des API et qui coopèrent. Donc on parle beaucoup de microservices, on peut aussi parler de function avec la notion de serverless. Le monopole SQL a laissé place à de la persistance polyglotte, c'est-à-dire qu'on mixe du SQL, du NoSQL au gré des besoins d'application. De fait, on a perdu la stricte consistency dont on bénéficiait dans le monde full SQL et on doit gérer de l'éventuelle consistency. Le paradigme de développement est en train de changer aussi puisque on a besoin de programmation event-driven, de plus en plus, réagir à des événements, à des capteurs, à des choses qui sont connectées de partout. Et donc, on s'oriente vers un modèle de programmation réactif.
Le tout dans un contexte business où toutes les entreprises veulent aller très vite, hein, à l'instar des GAFA. Donc on appelle ça le fast TTM, le fast time to market. Quand on a une nouvelle idée, quand on veut lancer un nouveau service, une nouvelle application, maintenant il faut que ce soit sorti le plus rapidement possible. On n'attend pas 2-3 ans avec un effet tunnel. Donc cette transition de ce modèle traditionnel à celui-là a un impact important sur la plateforme Java qui a plutôt été conçue là, pour ça. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc ça, c'est un gros levier d'innovation pour la plateforme Java, et sans doute aujourd'hui le principal. Java a besoin de s'adapter à plusieurs titres. Donc maintenant, on déploie des services distribués sur des machines, on ne sait même pas trop où ils sont, donc on a besoin d'observabilité. Donc l'observabilité, c'est aussi ce qu'on appelait le monitoring, c'est-à-dire on a besoin de connaître l'état de santé des différentes instances qui sont déployées un petit peu partout, est-ce qu'elles sont opérationnelles, est-ce qu'elles délivrent une bonne qualité de service, etc. Donc ça, c'est un premier critère. On a besoin de fault tolerance, puisque on déploie sur de l'infrastructure banalisée, la panne provisoire, la latence, c'est devenu quelque chose qu'il faut être capable de gérer au niveau des applications. On a besoin d'externaliser la configuration. On peut plus se permettre de tout emballer dans un WAR directement. Il faut qu'on soit capable de dissocier la configuration de l'unité de déploiement. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités de clés de type cloud native. Au niveau du runtime, on a aussi besoin de deux choses importantes. Un fast startup pour s'adapter notamment aux mécanismes d'autoscaling des plateformes cloud. C'est évident que dans le cadre de l'autoscaling, on va adapter le nombre d'instances à la charge qui arrive. On ne peut pas se permettre d'attendre ne serait-ce que 2 minutes qu'une instance démarre. Il faut que ça aille vite. On veut également une empreinte mémoire réduite pour permettre, par exemple, à un orchestrateur type Kubernetes d'utiliser au mieux les ressources hardware dont il dispose, hardware ou virtuelles d'ailleurs, dont il dispose. Donc on préfère instancier plein d'instances qui vont consommer 10 MB qu'une grosse instance qui va en consommer 100. C'est beaucoup plus facile de gérer des instances avec des faibles empreintes mémoire, et on est dans un contexte cloud avec notamment de la containerisation, de l'orchestration, parfois même du service mesh qu'on commence à voir arriver avec Istio, et on a besoin finalement d'une forme de conscience du runtime qui s'exécute dans ce contexte-là. Donc il doit être capable à la fois d'être conscient qu'il s'exécute dans un environnement Docker, et qu'il est orchestré et d'être capable de s'intégrer correctement avec un orchestrateur comme Kubernetes, un service mesh comme Istio. Si on regarde ce qui s'est passé les 4 années précédentes au niveau de l'écosystème Java, la principale source d'innovation, ça a été MicroProfile. Donc ce qui était au départ, on va dire, une initiative est devenu un projet Eclipse officiel, que même Oracle a rejoint d'ailleurs. Et maintenant, on est dans un régime de croisière avec 3 releases par an. Donc c'est quelque chose de, on va dire, d'établi. On verra les différentes implémentations qui sont disponibles. Donc on est dans quelque chose de sérieux qui a bien avancé. Côté Java EE, on a vu que, en termes d'innovation, on en a eu un petit peu dans Java E8. On espère en revoir dans Jakarta E10. Donc cette année, on croise les doigts. Entre les deux, ça a principalement été du stand-by entre les deux là et de la transition pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Une autre source d'innovation peut-être moins attendue, c'est au niveau de Java SE, Standard Edition. Donc ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée de Java 9, on utilisait tous plus ou moins Oracle JDK sans trop se poser de questions. À la sortie de Java 9, donc fin 2017, Oracle a décidé de changer les règles du jeu en termes de licence. De fait, beaucoup d'organisations sont tournées vers OpenJDK. Donc, on a assisté à une éclosion des distributions OpenJDK, donc des distributions propriétaires, Red Hat, Azul, des distributions communautaires comme Adopt OpenJDK, et de manière plus surprenante peut-être, des distributions des grands acteurs du cloud, notamment Amazon, Alibaba. Microsoft a racheté gClarity, et tout ça, ça indique une chose importante, c'est que pour les acteurs du cloud, maîtriser l'exécution de Java, c'est quelque chose d'important. C'est devenu pour eux un enjeu très important. Je vous ai pas mal parlé de MicroProfile.
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on trouve dans MicroProfile? On trouve tous les ingrédients pour faire des applications cloud native. On a une partie MicroProfile Core, qui est la partie versionnée. Donc la version actuelle, c'est la 3.2. On est dans un régime de croisière de 3 releases par an, je crois. Donc on a 4 grands blocs dans MicroProfile Core. On a toute une partie qui concerne les API REST, avec OpenAPI pour la documentation, REST Client pour faciliter l'appel de services REST distants, JWT pour la distribution de tokens de sécurité. On a un gros pavé fault tolerance avec des fonctionnalités fallback, retry, timeout, circuit breaker, bulkhead qui sont importantes à intégrer dans les applications. Et donc MicroProfile offre une grande finesse d'usage de ces différentes sous-fonctions. Et on a toute une partie observabilité, notamment metrics pour remonter des métriques. Alors ça peut être des métriques de la plateforme ou des métriques applicatives typiquement vers un Prometheus. Open tracing pour des traces distribuées vers un Jaeger, et des sondes d'état de bonne santé qui vont être utilisées par Kubernetes, typiquement des readiness et des liveness probes, pour déterminer l'état de santé du pod et prendre les décisions appropriées pour arrêter, relancer, etc. On a des spécifications dites standalone, donc qui sont pas versionnées globalement, qui font pas partie du core. 4 d'entre elles sont liées à la programmation réactive, notamment Reactive Messaging, Reactive Streams. On a une spécification GraphQL qui vient compléter l'offre REST, donc on a un projet MicroProfile GraphQL auquel je contribue d'ailleurs. Donc voilà le paysage assez complet de MicroProfile, et tout ça, ça vient s'asseoir sur quelques spécifications Jakarta AE, principalement, je dirais, CDI, Context Dependency Injection, qui vraiment est le moteur du modèle de programmation. Alors, ça a pas mal bougé depuis 2014 en termes d'apparition de nouveaux acteurs. Il y a eu Tomitrab, il y a Payara, il y a Cumuluzzi, donc il y a des petits acteurs qui arrivent, il y a des gros acteurs qui se transforment comme Open Liberty, IBM qui propose vraiment des choses intéressantes, légères. Également Oracle avec Elidon. Oracle a sorti GraalVM, qui est un projet expérimental dont on va parler, qui change significativement la donne. Et plus récemment, Red Hat avec Quarkus, qui fait beaucoup parler de lui. Donc, j'ai pas tout représenté. Donc, au niveau JVM, oui, je l'ai pas dit tout à l'heure. Ça, c'est un point important. Au niveau JVM, au niveau Java SE, j'ai parlé des diversités des distributions. On a également une diversité maintenant au niveau de la JVM, c'est-à-dire le moteur d'exécution de Java lui-même. On a la hotspot traditionnelle, qu'on connaît depuis maintenant 25 ans. IBM a open sourcé sa technologie OpenG9, donc ça veut dire qu'on a une alternative à la hotspot, d'ailleurs on le verra dans la démo, et on a également GraalVM dont je viens de vous parler. Donc on voit que à tous les niveaux ça bouge, et il se passe finalement pas mal de choses. Donc l'intérêt de s'appuyer sur Jakarta AI et MicroProfile, c'est que on a plusieurs implémentations possibles. Donc là, c'est ma représentation, ma vision des implémentations. Donc en ordonnée, on a le support de MicroProfile, on a aussi celui de Jakarta EE. Donc tout en bas, on a Glassfish, qui est l'ancienne implémentation de référence de Java E8. Donc par défi, elle est Jakarta E8 compatible, mais bien évidemment, elle implémente pas MicroProfile. Payara, c'est un dérivé commercial de Glassfish qui rajoute de la qualité et des fonctionnalités dont MicroProfile. Tout en haut à droite, on a Open Liberty de IBM qui est vraiment au taquet sur les specs. C'est eux qui sont vraiment, on va dire, les gros moteurs sur la définition des specs et leurs implémentations. On a Tommy, Wildfly qui suivent derrière. Donc Wildfly 19 devrait enfin incorporer MicroProfile prochainement. On a des petits acteurs de niche qui font du travail tout à fait intéressant comme Cumuluzzi. Donc c'est une petite société slovène qui propose une implémentation légère de MicroProfile à la Spring, je vous en parlerai tout à l'heure. Elidon.io, c'est l'implémentation MicroProfile de Oracle. Quarkus, qui est plus MicroProfile que Jakarta. Hein. Donc, juste pour situer les choses, Quarkus n'a pas ambition d'implémenter tout Jakarta. Ça va rester une solution très pragmatique, donc qui va rester collé plus à MicroProfile qu'à Jakarta. J'ai représenté Spring, qui est un acteur important de l'écosystème qui utilise beaucoup Java E et donc Jakarta E, mais qui a son propre moteur d'injection de dépendance et son propre écosystème. Micronaut, je l'ai représenté aussi parce que
ce sont eux qui ont été les précurseurs de ce que propose Quarkus, en fait, avec notamment une notion de fast startup et d'exécution binaire. Je vais vous proposer maintenant de passer à une partie démo, où je vais tâcher d'illustrer tout ça de manière parlante. Donc on va. Alors pourquoi? Parce que je vais vous montrer le modèle de programmation MicroProfile. Au passage, combien d'entre vous le connaissent et l'utilisent? MicroProfile. Tout le monde est Spring ici. Ok, bon, c'est l'occasion de voir que MicroProfile c'est pas complètement ringard et dépassé. La diversité, la consistance de l'écosystème. Donc, on va utiliser plusieurs implémentations au niveau VM, au niveau serveur d'application, pour que vous voyez que tout ça finalement, ça marche très bien. On va également voir ensemble les différents modèles de déploiement possibles et leur impact sur la containerisation, et puis des aspects de performance importants dans le cloud dont j'ai parlé, le startup time et le memory footprint. Alors ça va pas être une démo. Alors oui, donc on va utiliser OpenG9. Je vous ai vite fait parler de OpenG9. Donc c'est une technologie d'origine IBM qui a été open sourcée chez Eclipse en 2017. Et OpenG9 a une caractéristique, c'est qu'elle a été conçue pour s'exécuter en environnement restreint, donc avec peu de mémoire, peu de CPU, etc. Et ça finalement c'est bien pour le cloud. Et donc on a une JVM qui permet des gains de mémoire significatifs. Alors j'ai pas fait de bench officiel, je l'utilise depuis à peu près 1 an et demi. Ce qu'on constate, c'est des gains de memory footprint assez importants par rapport à la hotspot, donc moins 30%, ce qui est pas négligeable, hein, puisqu'un reproche qui est fait régulièrement à Java, c'est qu'il consomme beaucoup de mémoire, notamment au démarrage. Et on a également un mécanisme de share classes qui permet en fait de pré-compiler du code et de précharger des classes et d'accélérer dans un fichier cache qu'on réutilise après pour accélérer les startups suivants. Donc c'est ce qu'on appelle le mécanisme share classes. Si vous voulez tester OpenG9, rien de plus facile, vous allez sur le site Adopt OpenJDK qui vous donne pour chaque version que vous voulez installer le choix entre la hotspot et la OpenG9. C'est quasi transparent, ça marche à l'identique, hein, c'est certifié, etc. Alors ma démo, elle va être pas très sexy, il va pas y avoir des belles interfaces, etc. Ça va être du mode commande, des messages qui s'échangent. Bon, je vais essayer quand même d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc je travaille chez Worldline, je suis désolé, je ne sais faire que des systèmes de paiement. Donc ça va être un système de paiement, alors très simplifié, pas du tout PCI DSS. Vous allez voir plein de numéros de carte en clair, c'est pas bien, mais c'est des numéros de carte de test, donc ça sert à rien de les noter. Donc c'est ce qu'on appelle un système d'acceptation. Il faut imaginer un grand commerce, la SNCF par exemple, qui a plein de points de vente avec des TPE, des automates un petit peu partout, qui font des demandes de paiement, et ces demandes de paiement sont traitées par on appelle ça un système d'acceptation que j'ai appelé EasyPay, qui va procéder au contrôle de risque, c'est-à-dire qu'il va déterminer sur un certain nombre de critères, est-ce que le paiement, on peut le prendre ou pas. Donc en réalité, c'est très compliqué. Ici, ça va être très simple. On va contrôler le point de vente. Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est actif? On va contrôler la carte. Est-ce que c'est un numéro de carte plausible? Est-ce qu'elle appartient à un réseau de cartes connu, Amex, Visa, JCB, etc. Est-ce qu'elle n'est pas en opposition? Est-ce que sa date d'expiration n'est pas dépassée? Si tous ces contrôles-là sont bons, de deux choses l'une. Donc ça, ces contrôles sont faits localement. En dessous de 100 €, on dit, c'est bon, on répond directement, OK. Au-delà de 100 €, on doit demander une autorisation à l'émetteur de la carte, donc généralement la banque, pour vérifier la solvabilité du porteur. Donc là, on va faire une demande d'autorisation vers une gateway, que j'ai appelée Smart Bank Gateway, qui normalement devrait être connectée au réseau de paiement, mais là, ça sera beaucoup plus simple. C'est un cul-de-sac qui dit OK en dessous de 500 €, jusqu'à 500 € et pas OK au-delà. Donc, on a une réponse à notre demande d'autorisation. Est-ce que je vous ai perdu ou pas, là, déjà, pour l'instant? Non, c'est clair? Donc, on va avoir des messages REST passés, hein, en mode commande et tout. J'ai deux services périphériques à ça. Un de fraud detection. Alors, la détection de fraude, c'est super important dans le paiement. Donc, en général, on a des algorithmes super sophistiqués pour détecter des patterns de fraude, que ce soit au niveau du porteur, que ce soit au niveau du commerçant, que ce soit le couple des deux. Les origines de fraude peuvent être nombreuses et variées. Là, on va faire très simple. On va compter le nombre de fois qu'on va passer la carte. À partir de 3, on dit qu'on la met en orange, et à partir de 6, on dit qu'on la met en rouge. On va s'appuyer sur un système de notification asynchrone. On va utiliser pour ça MicroProfile Reactive Messaging.
Donc, je vous montrerai le modèle de programmation. Et en bas, on a ce que j'ai appelé un merchant back-office, c'est-à-dire une interface. En l'occurrence, on va s'appuyer sur GraphQL qui donne énormément de flexibilité pour visualiser les données, pour visualiser l'ensemble des paiements qui se passent, zoomer sur un point de vente, zoomer sur une carte, etc. Au niveau infrastructure, on va utiliser OpenG9, on va utiliser GraalVM, PostgreSQL, Kafka, et on va s'amuser à jouer avec plein d'implémentations différentes, donc du Payara, du Cumuluzzi, du OpenLiberty, on va retrouver OpenLiberty et du Quarkus, en mode natif et en mode JVM. Et ben c'est la partie risquée de la démo. Alors, on va essayer. Ok. Donc, est-ce qu'on voit correctement? Donc là, j'ai lancé l'infrastructure pour aller plus vite. Donc, dans un premier temps, là, je vais lancer mon back-office merchant. Vous vous souvenez, le back-office merchant, c'est l'interface GraphQL. Donc, j'utilise un framework qui s'appelle Cumuluzzi, qui est un framework léger, qui ressemble vraiment beaucoup à Spring, dans l'idée. Donc, les gens qui viennent de Spring, si vous voulez tâter du microprofile, Cumuluzzi, c'est bien. Et qui a un avantage qui s'intègre avec énormément de choses. Il s'intègre avec du Vertex, du Kafka, etc. Il a plein d'intégrations. Là, le mode de déploiement qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le FAT-jar. C'est-à-dire, j'ai un fichier jar qui va regrouper à la fois mes classes techniques Cumuluzzi et mes classes applicatives. Donc, c'est un fichier finalement qui est pas très gros, hein, 26 mégaoctets. La commande Java qui va nous permettre de lancer ça, et là vous allez voir des options que vous connaissez pas forcément, ce sont des options OpenG9 qui me permettent d'activer le mécanisme de share classes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai tout préparé, mes fichiers cache sont prêts pour optimiser le démarrage. Et on y va, donc voilà, donc c'est parti, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est starté en, évidemment, je vois pas le message, en 2... Donc, il nous annonce en moins de 3 secondes. Bon, c'est pas mal, hein. Grâce à MicroProfile Else, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dans la bête, parce que j'ai besoin quand même de connaître mon état de santé. Donc, j'ai un indicateur de readiness qui est important, c'est que j'ai besoin d'être connecté à ma database. Ça, sinon, je peux pas fonctionner. Donc là, j'ai un indicateur de readiness qui me dit que je suis up. C'est très bien. Donc on va faire un petit peu de Chaos Monkey, on va tout casser. Donc là au passage je casse Zookeeper, Kafka, Postgre. Voilà. Vous voyez bien? Ouais. Et là, avec un peu de chance, il va me dire down. C'est-à-dire que il m'annonce, bah non, je suis pas prêt, j'arrive plus à me connecter à la database. Donc ça c'est un élément important d'observabilité. Si on va voir dans le code, bah c'est très simple. Pour implémenter une sonde de ce type-là, il faut dire qu'on a une annotation, donc pour dire, en l'occurrence, liveliness, une interface à implémenter, call, et je remonte un certain nombre d'informations et j'annonce dans ma réponse si je suis up ou si je suis down. Donc là, je suis dans une situation où volontairement j'ai tout le temps mis up. On va voir pourquoi, parce que j'ai également des indicateurs de liveliness. Alors là, j'ai choisi d'implémenter. Donc ce que je vous ai montré là, c'est l'indicateur sur le nombre de classes qui a été chargé, le code qu'on vient de voir là. Donc ça, c'est des indicateurs qui vont nous être utiles pour la démo. Dans la vraie vie, il faudrait pas faire ça, hein. C'est juste que on va regarder donc le nombre de classes qui sont chargées, un rappel sur le runtime qui s'exécute, le nombre de threads qui sont actifs, et un point important dont je vous ai parlé, c'est l'occupation mémoire, en particulier le RSS, le Resident Set Size, qui définit la taille du process Java vis-à-vis du système d'exploitation. Donc là, on est à 147 MB, ça va, c'est pas énorme, en même temps, on n'a pas fait grand-chose. On a 35 threads, et on a chargé 7000 classes. Donc on va dire, on est tranquille. Est-ce que j'ai relancé non, j'ai pas relancé l'infrastructure. Relançons l'infrastructure. Donc on relance Zookeeper, Kafka, etc. Ce qui va nous permettre de vérifier qu'on va refaire une indication de liveliness, de ready, pardon,
et cette fois je suis hop, la database est remontée. Bon, voilà, donc ça c'est sympa, c'est microprofile else qui vous permet de faire ça. Maintenant, on va lancer donc oui, là, on va lancer le composant Smart Bank Gateway. Donc là, on va utiliser, non, pas celui-là, décidément, l'effet démo, c'est terrible. On va utiliser Payara. Donc Payara, c'est un dérivé de Glassfish qui rajoute de la qualité des fonctionnalités et qui peut s'utiliser de deux manières, en mode serveur traditionnel ou en mode micro. Donc le mode micro, c'est quoi? C'est une version condensée du serveur qui implémente tout Jakarta E8 et MicroProfile 3.2. C'est fourni sous forme d'un fichier jar qui fait 81 mégaoctets comme vous pouvez le voir là. Et je lance tout simplement, dessus je déploie un WAR classique. J'ai développé mon smartbank.war classique, et là je lance ma commande Java avec les options OpenG9 dont je vous ai parlé, et je vais donc déployer mon composant SmartBank. Donc c'est un petit peu plus lent parce qu'on charge un runtime beaucoup plus gros qu'avec Cumuluzzi. Néanmoins, on est à 5 secondes de lancement. 5 secondes 2, donc c'est pas la cata non plus. On va aller vérifier que l'état de santé est bon. Les indicateurs. Donc j'ai 60 threads lancés. 2 fois plus qu'avec Cumuluzzi, mais je suis dans un environnement plus costaud. Ah, ce qui est un peu moins terrible, c'est le RSS, là. Je suis quand même à 545 MB après le boot. J'ai chargé 14 000 classes, 2 fois plus que Cumuluzzi, donc on va dire rien d'étonnant que j'ai une empreinte mémoire plus forte au démarrage. Alors ce qui se passe souvent avec des serveurs d'application complets comme ça, c'est qu'on a une forte empreinte mémoire au démarrage qui décroît après. SmartBank est bon, donc maintenant je vais lancer mon système de détection de fraude. Arg. Ça va, je vous ai pas perdu, vous vivez encore. Là, je vais utiliser OpenLiberty. Oh, c'est un produit IBM, WebServe, tout ça, on n'aime pas. Mais non, OpenLiberty, c'est vachement bien. En fait, c'est incroyable, ils ont fait un truc modulaire, flexible, qui est vraiment au taquet avec l'implémentation de spec. Et si vous voulez apprendre MicroProfile, allez sur les tutoriaux OpenLiberty qui sont vraiment très très adaptés pour ça. Donc là, j'utilise un mode de déploiement classique. Donc j'ai une distribution OpenLiberty, la dernière, là, la 20.0.01. Donc il y en a une par trimestre en open source. Et je vais déployer un WAR classique. Alors, ça c'est intéressant. C'est le fichier de configuration de mon runtime OpenLiberty. Donc où je lui dis, j'aurais besoin de telle et telle et telle features. C'est-à-dire que lui, il va monter en mémoire, il va charger que le nécessaire pour exécuter mon appli. C'est ce qui correspond au Just Enough Runtime. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure avec Payara, qui lui monte tout. J'ai également mes options JVM dans un fichier dédié, et je vais lancer mon serveur FraudDetect. Tranquille. Bon, là, on est parti rapidement, en 3 secondes 8. Donc, je rappelle, lui, il écoute des messages sur Kafka, il voit arriver des notifications de paiement, il déroule son super algorithme de détection de fraude, et puis il envoie des messages green, yellow, red, comme on verra. Je vais maintenant vous montrer le EasyPay. Alors, j'ai vendu mon âme, hein, vous avez vu, je suis très Quarkus, donc j'avais prévu de faire une démo full Quarkus là-dessus. Donc j'avais le choix entre vous montrer 2 bugs. Soit je restais en 1.1 et je vous montais une fuite mémoire en mode natif qui était assez redoutable, et je me suis dit avant-hier, je vais passer en 1.2, puisqu'ils ont annoncé la version 1.2, avec GraalVM 19.1.3, donc on peut enfin faire du JDK 11, super, c'est la fête. J'ai plus ma fuite mémoire, mais le mécanisme de fallback ne marche plus, au choix. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment ça fonctionne avec du OpenLiberty, et après on va voir comment ça marche avec du Quarkus en mode JVM, en mode natif. Donc OpenLiberty, c'est parti. Donc même chose. Alors là j'ai plus de features embarquées, parce que j'ai un applicatif un petit peu plus compliqué. Hein. J'ai besoin d'un petit peu tout ça, donc on lance la bête. Mes options de JVM, bon ça se met en route. Et ça nous annonce un temps de démarrage un petit peu inférieur à 5 secondes. Ce qui est pas mal. Alors ce qui s'est passé là, c'est que on s'est connecté à la database, on a droppé les tables qui existaient, on les a recréées et on a enregistré quelques données de référence pour permettre
de dérouler les scénarios fonctionnels que je vais vous montrer maintenant. Donc là, on est d'accord, tout est en état de marche pour que, normalement, je puisse exécuter mon appli. Donc j'ai préparé des scripts. On va d'abord essayer de faire un paiement avec un point de vente qui est déclaré inactif. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, qu'est-ce que j'ai dans ma demande? J'ai le montant, la date d'expiration de la carte, le numéro de la carte et l'identifiant du poste. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de choses que ça. C'est pour faire très simple. Et samedi, ben non, c'est pas bon, le poste il est inactif. Donc ça m'a répondu en 50 millisecondes. C'est moyen, hein. Ça c'est le problème de Java. C'est que si je rejoue strictement la même transaction, je suis à 5 millisecondes maintenant. Donc on a deux problèmes avec Java, on a l'empreinte mémoire au départ, et puis le temps de chauffe au départ, c'est toujours un peu pénible. Hein. Surtout que dans un système où on a besoin d'autoscaling, on va scaler à la demande, la charge arrive, on a besoin que ça aille vite, et ça commence à aller lentement. C'est pas terrible. Mais fonctionnellement, ça marche. Là, on va faire quelque chose de pas bien, on va payer avec une carte qui est en opposition. Boum. Là, je me fais jeter blacklisted card number. Donc là, jusqu'alors, j'ai tout fait mes traitements en local, dans EasyPay, j'ai pas eu besoin d'appeler mon composant SmartBank. Là, on va quand même faire un paiement qui marche bien, avec un point de vente et une carte OK. Là, c'est bon, je suis accepté. Donc ça me dit que c'est une carte Mastercard. Ça a détecté que c'était une Mastercard. On notera que la banque n'a pas été appelée. J'ai pas eu besoin d'appeler la banque. Maintenant, on va appeler la banque avec un montant supérieur à 100 €. Donc les montants sont exprimés en centimes. Donc là, je vais avoir besoin d'appeler la banque. Boum, ça y est, c'est fait. Donc ça me dit, oui, j'ai appelé la banque. Oui, l'autorisation a été délivrée, puisque je vous rappelle que côté banque, en dessous de 200, non, c'est en dessous de 500 qu'on accepte. Donc tout va bien. On a traité la transaction, elle est acceptée, il n'y a pas de problème, on a traité en mode standard. Le temps de réponse, il est moyen là, parce que c'est la première fois qu'on passait dans SmartBank. Si je rejoue la même transaction, c'est pareil, boum, ça va quand même plus vite. On a le temps de chauffe de l'autre JVM à l'autre bout, qui nous a pris un petit peu de temps. Maintenant, on va faire un paiement 500 €. Donc là, j'ai besoin d'une demande d'autorisation et en plus, ça va être refusé. C'est le cas. Authorization denied. Bah oui, je cherche vraiment à payer trop cher. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement normal. Tout va bien. Recao monkey, je casse mon SmartBank. Il y a plus de SmartBank. Donc dans ces cas-là, je vous ai expliqué qu'il y avait un mécanisme de délégation qui faisait que le système d'acceptation EasyPay, il a quand même le droit d'accepter à concurrence à hauteur de 200 € uniquement quand il n'arrive pas à contacter SmartBank. Donc là, on va rejouer nos deux dernières transactions. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous dit bah déjà une chose importante, c'est qu'on est en mode fallback, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à appeler la banque. Et on a accepté le paiement pour la raison que je vous ai donnée, qui est que le montant est acceptable. Si on va voir le bout de code qui correspond à ça, c'est assez intéressant d'aller voir la facilité de codage. Ça, c'est mon bank author service. Donc j'ai deux annotations micro-profile faute tolérance, une annotation retry où je dis si j'y arrive pas, je réessaye une fois avec un délai de 200 milli. Et si vraiment j'y arrive encore pas, j'ai une méthode de fallback, accept by delegation. Donc au niveau codage, c'est super simple. Hein. C'est ça qui marche pas avec Quarkus 1.2. Un autre bout de code intéressant que je vais vous montrer, c'est la facilité d'utilisation de micro-profile REST client. Donc ça, c'est le code qui me permet d'appeler en REST la banque. C'est juste une interface Java, fortement typée, une annotation register REST client. J'ai rien codé. J'ai pas de code technique REST quelconque. J'ai simplement dit, voilà, on appelle là. Dans ma configuration, je dis, je donne l'URL d'appel à SmartBank et that's it. Est-ce que c'est clair? Ouais. Bon. Donc on va continuer notre petite aventure dans les runtime. Donc là, je vais quand même vous montrer que si je remonte SmartBank, ça va remarcher. Donc on relance avec. Donc je vous rappelle que c'est du Payara. Donc ça se remet en place. Ça démarre en 5 secondes à peu près. 5 secondes 6, c'est pas mal. Ouais, pour info, sans OpenG9, j'étais à 9 secondes. Sans share classes OpenG9, j'étais à 9 secondes de démarrage. Donc là, 5 secondes 6, on gagne quand même en pourcentage c'est pas mal. Donc là, ma banque est remontée, ce qui fait que si je rejoue une transaction qui nécessite une demande d'autorisation, bah, je vois que j'ai appelé ma banque.
c'est bien, et la transaction a été acceptée. Donc ça, c'était avec Open Liberty. Ah oui, on va aller voir, donc on va en profiter pour aller voir notre petit fraud detect, là. Bah, tranquillement, il a fait son travail, lui. Il a vu passer des numéros de carte. Tiens, il a dit green, 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 et puis orange, orange, et puis là, je suis passé sur rouge parce que j'ai utilisé le même numéro de carte. Donc là, c'est du micro-profile reactive messaging. On va aller voir le code. Le code de ça, voilà, il est super simple. J'ai une annotation incoming sur laquelle je définis un channel d'écoute qui est fraude. Je sais que je reçois un événement sous forme de string. J'extrais le numéro de carte et j'appelle mon super moteur de détection de fraude à partir de là. Donc, vous voyez, le code applicatif est super simple. Et dans mon fichier de configuration, je définis en fait que mon channel logique fraude correspond en fait à un topic Kafka. Donc l'intérêt, c'est de constater que le modèle de programmation est très simple. On va repartir. Donc maintenant, l'aventure Quarkus commence. Donc on va démarrer en mode JVM. Alors Quarkus peut fonctionner de deux manières différentes. En mode JVM, classique, pas si classique que ça, on va voir, et en mode binaire, natif, révolutionnaire. Donc en mode JVM, j'ai un fichier jar. C'est pas vraiment un fat jar dans la mesure où les librairies sont externalisées dans un répertoire à part, ce qui me permet d'avoir deux niveaux de layer Docker éventuellement. C'est pas mal, on isole l'infrastructure et l'applicatif. Donc donc je lance un Java classique avec mes options OpenG9 et là, boum, ça me dit qu'on est démarré en 2 secondes 4. 2 secondes 4, c'est quand même pas mal. On était à presque 5 secondes avec Open Liberty. Dans les deux cas, on est en mode JVM. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que même en mode JVM, Quarkus a une efficacité au startup. Combien d'entre vous connaissent Quarkus ou ont entendu parler ou testé un petit peu? Ok. Comment vous avez fait pour éviter d'en entendre parler? Red Hat fait beaucoup de bruit autour, et d'ailleurs, ça supporte le modèle de programmation Spring. Pour les Springers. Et donc l'idée de Quarkus, c'est d'anticiper au build tout ce qui est fait dynamiquement au run quand on lance une JVM. Donc techniquement, qu'est-ce qui prend du temps quand on lance une appli Java? Aller repérer toutes les classes qui sont annotées. Donc les interfaces REST, les entités, les machins, les trucs, les bins. Ensuite, aller les instrumenter, créer les proxys. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ce qui explique que même en allant vite, même avec des optimisations OpenG9, on est quand même à 5 secondes pour une appli relativement simple. Quarkus, tout ça, il le fait au build time. Ce qui fait qu'au moment de démarrer, même en Java, tout ça c'est prêt. Il n'y a pas besoin d'instrumenter, d'aller repérer des annotations, etc. Donc voyez le truc. Donc on peut aller voir, on va aller voir d'ailleurs les indicateurs d'activité. Donc on a une trentaine de threads démarrés. On a un resident set size de 130 MB. C'est pas énorme, c'est plutôt bien. On a chargé 8000 classes, donc voilà. Très rapidement, on va vérifier que ça réagit bien en face. Donc je vais jouer quelques transactions. Donc là, je sais que le point de vente est pas déclaré. Boum. Donc, on a la bonne réponse. On peut noter quand même qu'on reste dans du Java classique, donc le temps de la première transaction, il est quand même un petit peu élevé, c'est-à-dire que si je rejoue strictement la même, je tombe à... J'étais 20 fois plus lent la première fois, quoi. Donc là, je tombe à 5 milli, quoi. Donc, on va faire une transaction complète, hein, juste pour montrer que ça marche. On va aller même appeler Smart Gateway, la banque. Boum, ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que le code est strictement le même entre EasyPay qui tourne sur Open Liberty et Quarkus. Le code est le même. C'est l'intérêt aussi d'utiliser des standards. On n'est pas vendor locké. Donc ça c'est bien, mais peut-être qu'on peut encore mieux faire. Alors on peut mieux faire en passant Quarkus en mode natif. Alors en mode natif, j'ai plus de JVM, plus d'options OpenG9, etc. J'ai un exécutable qui fait 84 MB, qui contient en fait, qui s'appuie sur GraalVM et qui s'appuie sur une mini JVM propre à GraalVM qui s'appelle SubstrateVM,
Donc il va faire toute la gestion de thread, d'allocation mémoire, etc. Donc ma commande de lancement est très simple. Boum. Et on est parti en 0,245 secondes. Je me suis connecté à la database, j'ai cassé les tables, je les ai recréées, j'ai rechargé. Il s'est pas rien passé. Donc là, on voit qu'on rentre dans une autre catégorie. Si je rejoue une transaction, on va faire une transaction complète qui va être acceptée. Boum, j'ai tout de suite un temps de réponse qui est intéressant quand même. 11 milli. J'ai plus le phénomène du temps de chauffe qu'on évoquait tout à l'heure. Si je rejoue la même transaction, je suis un petit peu plus rapide, mais c'est pas un rapport de 10. Donc ça, c'est plutôt un aspect intéressant. Je vais vérifier que j'arrive bien à appeler ma banque. Hein, mon code marche normalement. C'est génial, j'arrive à appeler la banque. Par contre, si je la casse et que je remonte, le fallback marche pas, donc je m'abstiens. C'est intéressant de voir le progrès amené par Quarkus grâce à GraalVM. Alors il y a quand même des pièges. Alors déjà, ça sent le plâtre frais. Hein. Je vous ai expliqué mes déboires en passant de la 1.1 à la 1.2. Il y en a qui disent qu'ils font de la prod avec Quarkus. Franchement, je sais pas comment ils font. Moi, je m'abstiendrai pour quelques mois. Les pièges, c'est que Quarkus, en mode natif, il faut lui indiquer les classes qu'on souhaite activer en réflexion. Il y a une annotation spéciale, Register for Reflection. Ça veut dire toutes les classes qu'on veut transformer en JSON, etc. Si on oublie cette annotation, tout marche bien, etc. À part que ça marche pas. On n'a pas de message réponse, on n'a rien. Donc ça, c'est un premier piège. Deuxième piège, pour construire cette image native que j'ai exécutée sur mon Mac, il m'a fallu 8 minutes et le Mac, il est à genoux pendant 8 minutes. Ça veut dire que dans le cycle de développement avec Quarkus, il faut tout faire en mode JVM, tac, 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 et une fois qu'on pense qu'on est prêt pour affronter le mode natif, on n'oublie pas les Register for Reflection là où partout il faut les mettre, et là, on peut lancer une grosse compile. Une appli conséquente, j'ose pas imaginer, parce que là, c'est quand même très simple. Au niveau du code, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre écoutez, on a fait un petit peu le tour au niveau du code. On a vu... Ah oui, bah si, il manque quand même un élément important. Je vous ai parlé d'une API GraphQL. C'est quand même sympa de la montrer. Déjà, est-ce que vous connaissez GraphQL? Est-ce que vous avez déjà utilisé, entendu parler Donc en fait, GraphQL, c'est une spécification qui a été développée par Facebook en 2014, qui est open sourcée. Le gros truc de GraphQL par rapport à REST, c'est que c'est data oriented. C'est-à-dire, ça vous donne une énorme flexibilité pour ramener les données que vous voulez et uniquement les données. Donc le pilier de GraphQL, c'est la notion de schéma. C'est pas du tout la notion de ressources. Donc dans le schéma, on définit le contrat, la manière dont on va exposer les données, et après on a un langage de requête qui nous permet, là par exemple, je vais dire, je veux toutes les transactions de la carte Schmoldu, 51, etc. Et GraphQL étant autodescriptif, je peux dire quels sont les champs que je veux ramener. Donc là, j'ai rien développé de particulier. J'utilise une interface standard JavaScript qui s'appelle GraphiQL, qui permet de m'afficher ça automatiquement. Donc là, par exemple, boum, ça me donne toutes les transactions qui ont été effectuées par la carte. Je veux dire tel point de vente, le point de vente 01, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, ça me donne tout ça. Et la magie de GraphQL, c'est que pour produire cette interface-là, qui est certes rustique, l'affichage avec GraphiQL, il est rustique, mais en face, on pourrait avoir des vraies applications mobiles, Android, iOS, qui ont besoin d'extrêmement de flexibilité en données. J'ai une ligne de code. Donc j'utilise un framework qui s'appelle SPQR, qui me permet de poser des annotations sur mon code Java. Donc là, je dis que j'ai une GraphQL query, liste-moi tous les paiements, et elle prend comme argument les éléments de tri, de filtre, etc. Donc c'est GraphQL, c'est vraiment bien. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer en complément de REST. Voilà pour la démo. Bon, on a vu à peu près tout ça. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif des runtimes qu'on a vus et puis de leurs caractéristiques. Donc, OpenLiberty, pour moi, c'est bien pour apprendre. Clairement, il y a du hot reload, c'est très bien. C'est bien si vous voulez donner à IBM une deuxième chance. C'est vrai, il le mérite.
et pour apprendre et suivre de près les specs. Cumuluzzi, si vous venez du monde Spring, c'est super cool, vous allez tout de suite vous y retrouver, il y a une bonne doc, c'est léger, c'est intégré avec plein de trucs. Payara, c'est le tout en un, c'est un peu lourdingue, mais ça permet d'avoir une stack complète Jakarta, donc si vous venez du monde Java E, c'est bien. Quarkus, bon bah voilà, c'est prometteur, game changer, horizontal scalability, c'est parfait. Dans un contexte Kubernetes, c'est parfait. Tony, je l'ai pas montré, mais on est aussi sur une solution légère qui va très bien aux gens qui utilisent déjà Tomcat. Voilà. Donc, conclusion, bah, j'espère que je vous ai montré qu'il n'y avait pas que Spring dans la vie. Microprofile et Jakarta EE, c'est pas complètement ringard. Clairement, GraalVM ouvre la voie à une nouvelle ère. On voit que là, Java va changer. Et d'ailleurs, Spring a des réponses pour aller vers le natif, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer. La JVM traditionnelle, elle a toujours du sens. C'est-à-dire que, gardez bien en tête qu'avec, en termes de scalabilité horizontale, avec GraalVM, vous n'irez jamais au même niveau de performance qu'avec une JVM classique. Ça va vous permettre de la scalabilité horizontale, c'est-à-dire popper plein d'instances qui vont être moins performantes individuellement, mais au global, qui vont être plus performantes éventuellement qu'une grosse instance de JVM. Donc le modèle JVM reste intéressant, si vous voulez vous privilégier la scalabilité horizontale avec des instances qui ont une durée de vie longue. Des gens que j'aime bien suivre sur Twitter, donc Adam Bean, Sébastien Dachner, donc eux c'est top parce que c'est vraiment des très très bons pédagogues. D'autres personnes comme Emily Jang, mon copain de Red Hat, Philippe Kruger, Open Liberty, Quarkus, Payara, Tommy Tribe, et vous pouvez aller voir sur le Google Group Microprofile tout ce qu'ils vous racontent. D'ailleurs c'est un petit peu chaud en ce moment, mais c'est intéressant, ça fait partie de la vie. Donc ben voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, c'est open. N'hésitez pas. Ok, ben il n'y a pas de questions alors. Eh ben excusez-moi d'avoir empiété sur votre pause.